Bonjour à tous. Aujourd'hui, Public Sénat vous propose une matinée autour de l'environnement. Avec d'abord l'audition de Philippe Martin. Le ministre de l'écologie a été auditionné mardi dernier par la Commission des affaires économiques du Sénat et la Commission du développement durable. Puis on passera à l'audition de Jean Jouzel. Le célèbre climatologue français a été auditionné, cette fois-ci c'était mercredi, par la Commission du développement durable sur le 5e rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernementaux sur le climat. Mais tout de suite, on revient donc à cette audition qui a eu lieu mardi, celle de Philippe Martin, le ministre de l'écologie, qui a notamment répondu aux questions sur le projet de loi de finances 2014 et qui a expliqué le fonctionnement de la contribution climat-énergie. Messieurs les présidents, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, sans doute parce que j'ai moi-même été parlementaire pendant un peu plus d'une dizaine d'années, j'attache et j'attacherai une importance particulière au travail du Parlement et singulièrement à celui de votre Assemblée, peut-être parce que dans une vie antérieure, il m'est arrivé de servir dans leur cabinet deux sénateurs, tous les deux issus du même département, du Puy-de-Dôme, Roger Quillot d'abord, puis Michel Charasse, et que tous les deux m'ont appris la sagesse et l'importance du Sénat, et donc je voulais le dire d'emblée parce que c'est quelque chose qui compte pour moi. Et si hélas Roger Quillot n'est plus là, Michel Charasse est de temps en temps là pour me le rappeler. Je suis, hélas, il n'est plus là, oui, pour certains. Je suis heureux d'avoir pour la première fois en tant que ministre l'occasion de rencontrer vos deux commissions et je veux d'ailleurs bien sûr à mon tour saluer et remercier pour leur invitation vos deux présidents, mon collègue gersois Raymond Vall et puis Daniel Raoul que je connais effectivement depuis très longtemps. Comme ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, j'ai mission de mettre en œuvre la feuille de route que m'ont confiée le président de la République et le Premier ministre et qui vise à faire de la France la nation de l'excellence environnementale. Cette feuille de route, je veux l'accomplir avec vous. Beaucoup parmi vous connaissent mes convictions. Elles sont anciennes et se sont enracinées dans mon territoire d'élection, le Gers. Hier, Raymond Vall parlait de Jean Jouzel à l'instant, hier, avec le président de la République, nous avons reçu et écouté le président et les scientifiques du GIEC. Et leurs analyses, leurs constats m'ont conforté dans cette idée que la transition écologique n'est pas une option, mais une obligation. Elle n'est pas non plus une punition, mais une chance. Et même si certains résultats ne seront visibles qu'à long terme, il est urgent d'agir. Pour mener ce combat, la France doit porter une vision positive des transformations nécessaires. Changer notre manière de produire, changer notre manière d'aménager le territoire, de nous loger, de consommer, de nous déplacer, de gouverner, ça n'est pas rien. Raison de plus pour que la transition écologique se fasse avec l'adhésion de nos concitoyens. Je pense que c'est une tâche importante de nos concitoyens et, pour rebondir sur ce qui était dit par votre président, de nos territoires, parce que je n'ai jamais pensé que la plus belle des lois aurait la moindre efficacité si elle n'était pas prise par les territoires, appliqués, voulus, souhaités par les collectivités territoriales. Je suis aussi, comme beaucoup d'entre vous, convaincu que la transition écologique représente une part non négligeable de la solution aux difficultés économiques et sociales que vivent nos concitoyens. Nous ne sortirons pas durablement de la crise actuelle sans cette transformation globale. C'est pourquoi je travaille en étroite collaboration avec mon collègue Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif, sur les 34 plans industriels de la nouvelle France industrielle, dont la moitié, je le dis ici, la moitié concerne la transition écologique, que ce soit le transport du futur, le stockage de l'énergie, la rénovation thermique des bâtiments. Pour être accepté par les Français, pour créer cette adhésion indispensable que j'évoquais à l'instant, il est bien sûr indispensable que ce changement de modèle soit progressif, collectif et concerté. Le président de la République a d'ailleurs rappelé que la transition écologique devait être un projet partagé, ce qui rend nécessaire l'avènement d'un dialogue environnemental qui soit l'égal du dialogue social. Et ça n'est pas toujours le cas aujourd'hui. La première conférence environnementale, en 2012, a mis autour de la table des représentants des ONG, des organisations syndicales, des employeurs,
des collectivités locales et des parlementaires. J'insiste sur cette présence des parlementaires car je voudrais qu'ils occupent une place plus importante, notamment en amont de l'examen des lois. Le président Val, messieurs Richard et Bizet font ainsi partie du Conseil national de la transition écologique que j'ai installé le 11 septembre dernier, ce dont je me félicite car nous avions été nombreux en leur temps à regretter que les parlementaires n'aient pas été associés lors du Grenelle de l'environnement. En 2012, le gouvernement avait écrit une feuille de route qui mettait en avant la transition énergétique, la biodiversité, la prévention des risques sanitaires environnementaux, le financement de la transition et la fiscalité écologique et la gouvernance environnementale. Un an après, les 3/4 des décisions prises en 2012 ont été mises en œuvre ou sont en passe de l'être selon un calendrier connu. D'autres ont connu du retard et bien évidemment, nous pourrons y revenir. Le président de la République l'a redit dans son discours d'ouverture de la 2e conférence environnementale qui s'est tenue la semaine dernière. Notre pays ne comptera dans le monde qu'à la condition de réussir sa transition écologique et énergétique. C'est un enjeu de souveraineté qui permettra de relancer notre industrie et de créer des emplois. Si nous nous laissions tenter par l'inaction, que certains défendent, la facture énergétique des entreprises bondirait de 100 milliards d'euros en 2050 et l'on imagine sans mal les conséquences d'un tel renchérissement sur leur compétitivité, sans parler bien sûr de la perte de pouvoir d'achat des ménages. J'ai souvenir des batailles menées pour lutter, je vois Valérie Létard, contre la précarité énergétique. Dans mon département, c'est en 2004 que ce phénomène avait été clairement identifié comme un phénomène qui a tendance à désocialiser encore plus les familles lorsqu'elles ne peuvent pas se chauffer comme il le faut. Et donc la précarité, la lutte contre la précarité énergétique, qui a donné ensuite une loi, est effectivement une priorité environnementale et une priorité sociale. Au cours du débat national sur la transition énergétique, qui s'est déroulé de novembre 2012 jusqu'au mois de juillet 2013, aucun sujet n'a été éludé. Les travaux issus de ce débat nourriront le projet de loi à venir, j'en parlerai tout à l'heure, qui sera présenté au printemps prochain et débattu au Parlement d'ici la fin de l'année 2014. Cette loi nous permettra de respecter les objectifs nationaux fixés par le chef de l'État, diminution de moitié de notre consommation d'énergie finale à l'horizon de 2050, réduction de 30% de notre consommation d'énergie fossile d'ici à 2030, réduction de la part de l'électricité fournie par l'énergie nucléaire amenée à 50% de notre production d'électricité à l'horizon de 2025 et 23% de notre production électrique d'origine renouvelable en 2020, sans compter bien sûr le mécanisme juridique de fermeture de la centrale de Fessenheim qui interviendra avant la fin de 2016. Dans ce cadre général et conformément là encore aux engagements pris en 2012, les demandes de permis exclusifs de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux, c'est-à-dire de gaz ou d'huile de schiste, ont été rejetées en application de la loi Jacob du 13 juillet 2011 qui proscrit, vous le savez, la fracturation hydraulique sur notre territoire. Sont concernés les permis de Brignoles, de Beaumont-de-Lomagne, de Cahors, de Gréoux-les-Bains, de Lyon-Annecy, l'extension de Montélimar et les permis de Montfalcon et de Valence. La fracturation hydraulique, je le redis au cas où il faudrait le redire une fois encore, est et restera interdite sur notre territoire. Dans le même temps, avec le Premier ministre et le ministre de l'Égalité des Territoires et du Logement, Madame Duflot, nous avons lancé à Arras le plan de rénovation énergétique de l'habitat, composante essentielle de la transition énergétique, puisque comme vous savez, l'énergie qui coûte la moins chère, c'est celle qu'on n'utilise pas. Le plan de rénovation, c'est un outil puissant pour lutter contre la précarité énergétique, c'est un outil puissant qui inclut des aides nouvelles pour que les travaux d'efficacité énergétique soient accessibles au plus grand nombre. 2/3 des Français seront éligibles aux différentes aides et primes qui ont été présentées par le Premier ministre il y a quelques jours de cela. Combiné à l'abaissement de la TVA sur les travaux de rénovation énergétique. Je vous rappelle que le président de la République a indiqué que ces travaux de rénovation thermique seraient assujettis au taux réduit de 5%. Ce dispositif rendra possible à la fois les économies d'énergie, les gains de pouvoir d'achat pour les Français et les créations d'emplois durables sur tous les territoires. Je suis sûr que vous avez
sur vos territoires respectifs des artisans qui aujourd'hui souffrent parce que leurs carnets de commandes sont difficiles à remplir et qui vont, par la stabilité de ce dispositif, c'est-à-dire les aides qui sont apportées, et ce taux réduit de TVA, dont on peut dire entre nous qu'il aura aussi tendance probablement à réduire la part de travail qui se faisait en dehors de la légalité, eh bien, donnera effectivement de nouveaux chantiers pour nos artisans à travers tous les territoires. Dans le même esprit, pour donner davantage de pouvoir à nos concitoyens dans la gestion de leur consommation d'électricité, les compteurs Linky remplaceront progressivement les compteurs traditionnels dans tous les foyers d'ici à 2020. Cela représente un investissement total de 4,5 à 5 milliards d'euros et une partie du nouveau programme d'investissement d'avenir y sera consacrée. Je rappelle que le programme d'investissement d'avenir annoncé le 9 juillet dernier par le Premier ministre, 50% de ces investissements sont des investissements dédiés à la transition écologique et énergétique et qu'a été introduit la notion d'éco-conditionnalité pour ces plans. Je vais essayer de le dire très très fort pour que M. Gallois, qui est dans une pièce à côté, puisse entendre que les projets d'investissement d'avenir doivent être éco-conditionnels. Nous avons également pris des mesures d'urgence pour relancer le développement des énergies renouvelables. Le cadre législatif de développement de l'éolien terrestre a été simplifié. Pour faire face à la crise du photovoltaïque, qui, je le rappelle, a causé la disparition de 14 000 emplois entre 2010 et 2012, avec une gestion pour le moins erratique de la question du tarif de rachat, avec d'abord un prix surdimensionné, une bulle qui explose, et puis un moratoire qui aboutit à mettre notre filière par terre. Nous sommes là mobilisés pour sauver des entreprises qui se retrouvent dans des difficultés, mais nous avons prévu de développer 1000 mégawatts de projets nouveaux en 2013. Hier, à Cherbourg, le président de la République a officialisé le lancement d'un appel à manifestation d'intérêt afin de consolider les filières des énergies marines renouvelables et notamment l'énergie hydrolienne. Mais il y a l'ensemble des énergies marines que nous souhaitons soutenir et nous le faisons parce que la France a une chance, c'est de disposer de 11 millions de kilomètres carrés pour son exploitation, deuxième champ d'exploitation mondial avec bien évidemment nos outre-mer. Dans le cadre du plan national biogaz, la France s'est fixé un objectif, c'est que le biogaz doit permettre d'alimenter l'équivalent de 800 000 foyers en électricité renouvelable hors chauffage et de produire l'équivalent de 555 000 tonnes de pétrole en chaleur renouvelable. La loi de transition énergétique devra notamment stabiliser le cadre juridique applicable aux énergies renouvelables afin de favoriser leur essor. Par ailleurs, vous savez que le chef de l'État a fait de la simplification des normes une priorité. Ce ministère est un ministère qui crée beaucoup de normes. Alors, il en crée parce que parfois il faut transposer des directives européennes, elles sont nombreuses, mais aussi il a tendance à en créer beaucoup. Et c'est un point sur lequel je compte m'impliquer fortement. Il n'est pas normal qu'une unité de méthanisation puisse sortir de terre au bout de 6 mois en Allemagne et seulement au bout de 4 ans dans notre pays. Les Allemands ne sont pas moins soucieux des questions environnementales. Il y a des explications, notamment le fait qu'en Allemagne, c'est une seule source, notamment le maïs qui vient pour la méthanisation, et nous, c'est plusieurs. Mais malgré tout, je pense qu'on peut aboutir à des solutions qui soient un petit peu meilleures. Et les États généraux de la modernisation du droit de l'environnement ont été lancés le 16 avril 2013 pour ce qui concerne les compétences de mon ministère. Et Pierre Moscovici, au moment où je vous parle, est en train de présenter à l'Assemblée nationale un projet de loi d'habilitation qui comporte des dispositions visant à simplifier les activités des entreprises du secteur des énergies renouvelables. L'idée est de pouvoir expérimenter dans plusieurs régions la mise en place d'un certificat de projet qui assurera aux investisseurs et aux industriels concernés la visibilité nécessaire d'une part et d'autre part la mise en place d'une autorisation unique pour les ICPE en matière d'éolien offshore ou onshore par exemple. Nous menons 2 expérimentations pour le terrestre en Champagne-Ardenne, pour l'offshore en Bretagne, d'avoir un permis unique environnemental, là où il y avait 3 autorisations et donc une démultiplication du temps passé en procédure. S'agissant de la biodiversité, la dernière grande loi de protection de la nature date de 1976. Je me demande si le ministre de l'Environnement de l'époque n'était pas Michel Dornano. La préparation d'une nouvelle loi de biodiversité, annoncée par le président de la République lors de la première conférence environnementale, est aujourd'hui très largement engagée.
La consultation va commencer sur le projet de texte qui prévoit notamment, je le rappelle, la création d'une agence française pour la biodiversité au tout début de l'année 2015. Le texte comprendra également des dispositions sur la protection des espèces, la création des zones de conservation halieutique, la reconnaissance de l'importance des paysages ordinaires et l'extension de la politique du paysage à la gestion et à l'aménagement. S'agissant des risques sanitaires environnementaux, l'adoption de plusieurs textes législatifs a permis notamment l'interdiction totale du biphénol A dans les contenants alimentaires. Une stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens a également été lancée et une loi a donné enfin un véritable statut juridique aux lanceurs d'alerte, loi qui a été votée. Après que le comité permanent pour la fiscalité écologique, présidé par Christian de Pertuis, m'ait remis son rapport d'étape le 18 juillet dernier, le gouvernement, vous le savez, a décidé d'engager enfin la France sur le chemin de la fiscalité du XXIe siècle. Je suis fier de l'introduction dans le projet de loi de finances pour 2014 d'une composante carbone dans la fiscalité de l'énergie, introduction qui poursuit un double objectif. D'une part, taxer moins la production, notamment le travail via le CICE, et davantage les émissions de CO2. D'autre part, transformer progressivement notre société en une société plus sobre en carbone. Cette assiette carbone sera intégrée aux taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques polluants, c'est-à-dire sur les carburants, gaz, fioul, charbon. Le prix de la tonne carbone sera fixé à 7 € en 2014 et sera l'année prochaine compensé par une baisse de la composante des taxes intérieures sur la consommation portant sur le volume. Par un effet de jeu intérieur dans le mécanisme de la taxe, il sera donc neutre pour les ménages. Cela permettra la neutralité dans la mesure pour les Français, à l'exception du gaz, aujourd'hui intégralement exonéré, vous le savez, de TIC, et sur lequel nous ne pouvons donc pas baisser les taxes telles qu'elles existent aujourd'hui. Dès lors, nous travaillons à un ajustement des tarifs sociaux du gaz pour que les ménages modestes n'aient pas à souffrir de la moindre augmentation du fait de la contribution climat-énergie. Le prix de la tonne de CO2 est prévu à 14,50 € en 2015, 22 € en 2016. Pour mémoire, je rappelle qu'en Suède, elle est aujourd'hui de 100 € et qu'ils l'ont introduit dès 1990 et que l'économie suédoise est prospère. Une partie du rendement de ce verdissement de la fiscalité, estimé à 4 milliards d'euros en 2016, financera le crédit d'impôt compétitivité emploi, donc baisse sur le coût du travail. Le reste permettra de financer la transition écologique. Si nous voulons que la transition écologique se fasse avec les Français et non pas sans eux ou pire contre eux, nous devons promouvoir une fiscalité écologique qui ne s'apparente pas à des impôts en plus, mais à des impôts à la place. Nous devons porter une transformation de notre fiscalité par une fiscalité additionnelle dans le cadre de la stabilisation des prélèvements obligatoires voulus par le gouvernement. Mesdames et messieurs les sénateurs, sénatrices, la deuxième conférence environnementale, ouverte par le président de la République et conclue par le Premier ministre, a permis d'inscrire notre méthode, celle de la concertation et des actes, dans la durée. Elle a aussi permis de compléter la feuille de route du gouvernement sur 5 nouveaux thèmes: l'économie circulaire, l'emploi et la transition écologique, la politique de l'eau, la biodiversité marine et l'éducation à l'environnement et au développement durable. Cette deuxième feuille de route pour la transition écologique a été publiée et traduit les engagements que prend le gouvernement à l'issue de cette conférence sur ces 5 thèmes. Nous avons ouvert un cycle de discussion avec les organisations non gouvernementales pour valider cette feuille de route et voir quels sont les aménagements pratiques que nous pouvons y apporter pour qu'elle traduise ce qui s'est passé le week-end dernier. Permettez-moi de citer quelques-uns de ces engagements. Pour la première fois, un gouvernement dans son ensemble porte le sujet de l'économie circulaire, engageant résolument notre économie vers un système plus économe en ressources et qui tourne le dos à l'économie linéaire telle que nous la vivons depuis des décennies. Je veux remercier le président Raymond Vall pour son implication dans les travaux de cette table ronde. Les discussions se sont appuyées sur les travaux parlementaires du groupe d'études sur la gestion des déchets, dont la sénatrice Evelyne Didier, ainsi que sur ceux du Conseil national des déchets, présidé, je l'ai croisé en arrivant, par mon ami le sénateur Gérard Miquel, dont je connais l'engagement sur ce sujet d'avenir et qui présidera dans quelques jours les assises des déchets. Grâce au débat et à l'implication des parlementaires présents,
Des engagements forts ont été pris, notamment sur la durée de vie des produits, la lutte contre ce que l'on appelle l'obsolescence programmée, l'éco-conception et la gestion des ressources nationales. L'emploi, qui est la priorité absolue du gouvernement, a aussi été un sujet central pour la conférence. Il est un sujet central de la transition écologique et énergétique, et je veux saluer l'engagement de votre collègue Laurence Rossignol dans ce domaine. Avec la transition écologique et énergétique, ce sont en effet des centaines de milliers d'emplois qui sont en jeu pour les années à venir. Il faut saisir, la France doit saisir toutes les opportunités liées à la création de nouvelles filières économiques, mais aussi anticiper sur la nécessaire évolution de certains métiers. L'objectif est de mobiliser les politiques d'emploi et de formation initiale et continue tout au long de la vie. Emploi d'avenir, c'est d'ailleurs ainsi que 2000 éco-conseillers basés sur les emplois d'avenir viendront aider les familles à faire leurs choix en matière énergétique. Formation prioritaire pour l'emploi, politique contractuelle, contrat de génération, tout cela pour l'adaptation de l'économie à la transition écologique. Les discussions sur l'eau auxquelles les sénateurs Marie-Noëlle Lienemann, Ronan Dantec et Henri Tandonnet ont participé activement ont permis l'adoption de mesures fortes. Je vous confirme que 1000 captages prioritaires bénéficieront d'un plan d'action visant à les protéger. Un nouveau plan national pour les eaux humides sera élaboré, la solidarité avec l'outre-mer sera réaffirmée et un plan pluriannuel de soutien aux départements d'outre-mer pour l'accès à l'eau et à l'assainissement de qualité sera mis en place. Concernant la biodiversité marine, la France est dépositaire en mer d'une richesse exceptionnelle dont la valeur patrimoniale et économique justifie aujourd'hui une action renforcée. La connaissance des écosystèmes marins et littoraux, en particulier dans nos outre-mer, sera renforcée afin de permettre leur protection. Un tiers des mangroves des outre-mer sera placé sous la protection du Conservatoire du littoral d'ici 3 ans. La France participera activement aux discussions communautaires pour mieux connaître et encadrer la pêche en eau profonde. Elle soutiendra l'engagement rapide de négociation pour un accord multilatéral qui créera un outil juridique de protection d'aires marines en haute mer. Enfin, l'éducation à l'environnement et au développement durable sera généralisée pour tous et tout au long de la vie, c'est-à-dire pas simplement dans le cycle de l'éducation nationale, mais aussi dans l'entreprise. Elle sera intégrée dans les programmes scolaires. Et d'ici la fin de la législature, 10 000 projets d'écoles et d'établissements scolaires mettant en œuvre des démarches globales pour l'environnement et le développement durable seront développés. Même si des adaptations peuvent encore en améliorer l'efficacité, je tiens à la méthode établie dans le cadre de la conférence environnementale et du Conseil national de la transition écologique, c'est-à-dire celle d'une concertation large. Je tiens aussi à ce que vienne ensuite le temps des décisions et de l'action. Dans cet esprit, vous serez associés en amont et vous associer en amont à l'élaboration des lois que vous aurez à examiner puis voter m'apparaît fondamental. Je veux renforcer cette participation dans la production législative à venir qui structurera la transition écologique et je ferai à vos présidents des propositions pour que ce travail ait lieu. Je pense bien sûr au futur projet de loi sur la transition énergétique, mais aussi à la rénovation de notre code minier et à la loi sur la biodiversité. La réforme du code minier est un projet attendu. Elle sera à elle seule une bonne illustration de ce qu'il est possible de faire lorsqu'on veut à la fois innover en matière de procédure et raccourcir les délais tout en ne cédant rien sur la protection de l'environnement. Rapprocher la réglementation environnementale et la réglementation minière est, vous le savez, l'objet de cette réforme. Tous les industriels sont soumis à des exigences fortes en matière d'environnement et d'information du public, mais rien ne justifiait de conserver en l'état un code minier datant de 1806. Un groupe animé par le conseiller d'État Thierry Tuot, que vous avez peut-être reçu déjà ou que vous recevrez, a réuni l'ensemble des partenaires concernés et a rédigé une nouvelle version du code minier qui sera déposée au Parlement avant la fin de cette année. Permettez-moi, pour conclure mon propos, de dire un mot de l'état de notre planète à l'échelle de l'Europe et du monde. La transition écologique est indissociable par essence de notre action européenne et internationale. L'Europe devra être à la pointe des négociations sur le climat pour parvenir à un accord contraignant et universel en 2015, avec une responsabilité particulière pour notre pays, puisque, vous le savez, nous accueillerons la conférence des parties à la fin de l'année 2015 à Paris. Nous avons tous suivi les éditions précédentes de ces sommets internationaux et je vois dans cette Assemblée certains qui ont même participé. Nous avons chaque fois nourri beaucoup d'espoir et nous avons souvent connu beaucoup de déceptions.
La France devra se montrer exemplaire, car s'il y a encore 2 conférences du climat qui doivent intervenir, à Varsovie au mois de novembre de cette année et à Lima l'an prochain, il est clair que le rendez-vous de Paris est attendu particulièrement. Et cette exemplarité, nous voulons aussi qu'elle soit celle de l'Union européenne. Nous soutenons d'ailleurs l'adoption par l'Union européenne d'objectifs ambitieux de réduction de 40% de nos émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 et de 60% d'ici à 2040. Ce n'est pas une lubie, mesdames et messieurs les sénateurs et sénatrices. Vous avez sans doute eu connaissance, et vous en aurez encore plus demain, des conclusions du premier volume du 5e rapport du GIEC présenté à Stockholm vendredi dernier. Sans surprise, il confirme la réalité dramatique du changement climatique, du dérèglement climatique. La première décennie du XXIe siècle, c'est-à-dire celle qui va de 2001 à 2010, a été plus chaude, la plus chaude depuis 1850. L'augmentation de la température moyenne à la surface du globe, l'élévation du niveau des océans et l'accélération de la fonte des glaciers sont confirmés comme des faits scientifiques incontestables, comme est confirmée l'écrasante responsabilité de l'activité humaine dans ces bouleversements. Plus que jamais, l'homme est à la fois le problème et la solution de cette question. La France a donc la responsabilité de tout faire pour construire un pacte mondial sur le climat en 2015 qui engagera toutes les parties prenantes sur une limitation des émissions de gaz à effet de serre afin de contenir l'évolution des températures en deçà de 2 degrés centigrades à l'horizon de la fin de ce siècle. Vous le voyez, ma feuille de route est donc bien remplie et je redis une fois encore que j'aurai besoin de vous pour la mettre en œuvre. Les conférences environnementales annuelles permettront de vérifier l'avancement de nos travaux en vue d'une transition écologique plus que jamais nécessaire et dont je souhaite que nous la transformions en opportunité pour tous les Français. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, ce que je propose, Daniel, c'est qu'on prenne un sénateur de chaque commission, en alternance, parce que sinon on ne va pas y arriver. Le premier... Je proposerais bien le rapporteur du budget sur l'énergie, à savoir Roland Courteau en premier. Et ensuite, donc, nous aurons chez nous... alors, attendez, Robert, pour trouver annoncer votre commission. Yves Rome, si veut intervenir, non. Bon, alors, finalement, Hervé Moret qui a donné la parole. D'accord. D'accord. Alors, attendez, on va essayer d'abord de prendre... tous ceux qui lèvent le doigt, mais d'abord la parole est donc à notre ami Roland Courteau. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, 2 remarques rapides à caractère personnel et 3 courtes questions en tant que rapporteur sur l'avis budgétaire énergie. La première remarque, pour saluer les impulsions données par la France au plan européen avec la perspective de la réalisation d'une communauté de l'énergie et la défense d'une transition énergétique concertée au plan européen qui repose sur des investissements particulièrement substantiels en matière d'efficacité énergétique. La deuxième remarque, toujours à titre personnel, je considère que l'ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques est prématurée au regard de la répartition de la rente hydroélectrique et de la nécessité de moderniser le parc. Et ce d'autant que la réciprocité est loin d'être acquise en Europe. Mais je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler. Mes questions, en tant que rapporteur, au rythme du raccordement de capacité des énergies renouvelables au cours de ces dernières années, je doute que nous atteignions les objectifs de 23% à l'horizon 2020. Nous étions, je le rappelle, autour de 13% en 2012. Autour de 13% en 2012, dont nous n'avons gagné que 3% depuis 2006. Je note une baisse des raccordements, notamment de l'éolien et du photovoltaïque. Question, sur quel mécanisme de soutien aux filières éoliennes et photovoltaïques le ministère travaille-t-il pour combler ce retard? Deuxième question, l'article 20 du projet de loi de finances instaure ce que l'on appelle un verdissement de la fiscalité sur les produits énergétiques. Où en sont les négociations relatives à la réforme de la fiscalité européenne de l'énergie présentée il y a 2 ans par la Commission européenne avec le même objectif? Par ailleurs, je souhaitais vous interroger sur les conséquences pour les foyers de l'augmentation des taux de la taxe intérieure de consommation proportionnée au contenu de CO2
qui touchera notamment le gaz dès 2014, mais vous avez déjà répondu à cette préoccupation en évoquant des mesures sur les tarifs sociaux. J'indiquerai simplement que ces mesures-là devront être particulièrement importantes. Et enfin, pouvez-vous nous en dire plus sur l'article 56 du projet de loi de finances et sur la réforme du crédit d'impôt en faveur du développement durable et l'aménagement de l'éco-prêt à taux zéro, dès lors que l'un des objectifs consiste à rénover 500 000 logements par an. Rénover thermiquement, j'entends. On va prendre donc la question de M. Hervé Maurey. On va en prendre une dizaine. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci de cette présentation de votre feuille de route. Je ne reviendrai évidemment pas sur tout ce que vous avez dit et sur la politique du gouvernement en la matière. J'aimerais simplement vous poser deux questions. La première sur la contribution climat-énergie. On parle de contribution pour ne pas utiliser le mot impôt qui commence à être dur à supporter. Vous avez évoqué la neutralité fiscale pour 2014, sauf pour le gaz. Je ne vous ai pas entendu dire ce qu'il en était pour les années suivantes. Or, comme vous l'avez rappelé, il va y avoir très très vite une montée en puissance puisqu'on va passer de 340 millions à 4 milliards en 2 ans. Donc est-ce que ça veut dire qu'en 2016, on aura 4 milliards de prélèvements supplémentaires? Question toujours en liaison avec cela. Quelle articulation avec la mise en place des quotas de CO2 pour les industries? Comment les deux dispositifs vont s'articuler? Et puis deuxième et dernière question, vous avez rappelé l'interdiction qui était faite à la fracture hydraulique. Vous n'avez pas évoqué les autres aspects concernant le gaz et le pétrole de schiste, et notamment la poursuite de la recherche, et plus encore de la recherche pour savoir si nous disposons, oui ou non, de ressources en gaz ou en pétrole de schiste dans notre pays. Alors est-ce qu'il s'agissait d'un oubli ou est-ce que, et nous nous en réjouirions, le gouvernement évolue vers plus de pragmatisme en la matière? Merci. Donc, alors ensuite, plusieurs doigts se sont levés. Donc, Michel Teston, Louis Nègre, et ensuite, si vous voulez les prendre. On est un peu débordé. Alors, Michel Teston. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'évoquerai moi aussi la question de l'exploration et de l'exploitation des huiles et gaz de schiste, mais peut-être pas tout à fait dans le même sens qu'Hervé Maurey. Et vous n'en serez pas surpris, puisqu'en tant que sénateur de l'Ardèche, je m'intéresse particulièrement à ces questions. L'Ardèche est un département où la mobilisation a été extrêmement forte, et où elle reste extrêmement forte contre toute tentative d'exploration et d'exploitation des huiles et gaz de schiste. Alors tout le monde sait que le Conseil constitutionnel va examiner la question prioritaire de constitutionnalité qui a été déposée par la société texane Schuttbach contre la loi du 13 juillet 2011 qui interdit l'exploration et l'exploitation des huiles et gaz de schiste par la technique de la fracturation hydraulique, la seule technique aujourd'hui effectivement connue. Et d'après ce que l'on sait de l'argumentation de cette société, elle considère que le vote de la loi qui a entraîné l'annulation des permis qui lui avaient été accordés, notamment celui de Villeneuve-de-Berre en Ardèche, constitue une application, selon elle, trop rigoureuse du principe de précaution. Alors j'espère vivement que la loi ne sera pas censurée. Toutefois, si elle l'était, le gouvernement déposera-t-il rapidement un projet de loi pour interdire la fracturation hydraulique, ou bien souhaite-t-il que des parlementaires qui ont déjà œuvré en la matière, il y en a ici, j'en connais, rédigent une proposition de loi? Alors, Bruno Retailleau. Ensuite, toi. Oui, Monsieur le Ministre, vous avez parlé à la fois du GIEC et de simplification, et je voudrais vous donner un exemple très, très concret. Effectivement, le niveau des océans est en train de s'élever. Il y a des hypothèses, mais on sait déjà, nous qui habitons notamment sur la façade atlantique, qu'au siècle dernier, les océans ont augmenté de 19 cm. Il y a des conséquences très concrètes, et notamment en termes de submersion marine. Il a fallu pousser un coup de gueule quelques jours avant le 3e anniversaire de Xintia,
parce que tous nos efforts étaient réduits à néant par la complexité administrative pour pouvoir refaire, consolider, réaménager nos digues. Votre prédécesseur a alors, comment dirais-je, désigné 2 inspecteurs généraux à droit constant qui ont fait un rapport pour faire en sorte d'alléger les procédures. De ce rapport, je ne retire qu'une seule idée, mais elle est intéressante, et elle consiste à simplifier la procédure dès lors qu'on a des digues existantes jusqu'au niveau Xynthia plus 0. Pour l'instant, ça fait des mois et des mois. Alors, le rapport vous avait été remis avant l'été. Où est-ce que cela en est? Nous n'en pouvons plus. Les maîtres d'ouvrage sont mobilisés. Nous savons que l'augmentation du niveau de la mer, ça signifie des submersions marines en volume plus importante et en fréquence beaucoup plus, justement, erratique et fréquente. Les ingénieurs hollandais ont d'ailleurs calculé qu'avec un peu plus 10 cm d'augmentation du niveau de la mer, les événements qui étaient de l'ordre d'événements centenales devenaient pratiquement d'une fréquence qui pouvait être décennale. Donc, Monsieur le Ministre, voilà, il y a un cas très concret qui consiste à protéger les populations, l'augmentation du niveau de la mer, le choc de simplification. Vous avez un outil, il vous suffit de le décider dans des délais les plus rapides, sinon il n'y a plus de plan digue en France et notamment sur le littoral atlantique. Monsieur Louis Nègre. Oui, Monsieur le Ministre, d'abord, je salue votre engagement personnel. A priori, vous allez être en cohérence avec vos idées. Alors, c'est pour ça que j'attire votre attention sur la différence qu'il peut y avoir entre les discours excellents et les actes qui le sont moins. Dans les transports en commun, qui s'adressent aux catégories les plus modestes de la population, on voit que le gouvernement a pris la mesure d'augmenter la TVA. Alors je veux bien tout ce qu'on voudra, mais si vraiment il y a un problème, c'est celui-là. Augmentation de la TVA sur les transports en commun, je trouve que c'est vraiment très dommageable, à la fois pour la transition énergétique, à la fois pour les gaz à effet de serre et à la fois justement pour les catégories les plus modestes qui ne peuvent prendre que des transports en commun. Donc ma proposition, ou ma demande, c'est quand est-ce que vous allez revenir à 5% de TVA sur les transports. Toujours dans les transports, quelles mesures comptez-vous prendre pour dédier des voies à l'autopartage et au covoiturage que l'on trouve aux États-Unis et qu'on a du mal à trouver chez nous et qui permettraient de favoriser ces modes de déplacement-là? Et toujours sur les transports, quel dispositif de reconnaissance des véhicules propres pouvez-vous mettre en France pour arriver à faire en sorte qu'on les reconnaisse? La deuxième question, c'est sur les bornes des véhicules électriques. Nous avons une industrie en France qui est parmi les plus performantes encore à ce jour dans le monde. Et récemment, la ville de Chicago, aux États-Unis, a passé un appel d'offres international et c'est une PME française qui a gagné l'appel d'offres pour des bornes de véhicules électriques. Malheureusement, en France, malgré un plan vert, malgré l'action d'autres intervenants, nous avons un retard aujourd'hui auprès des collectivités locales qui impacte directement le développement donc, de ces véhicules et de l'industrie qui va avec. Troisième et dernière question. Que comptez-vous faire? Quelles mesures comptez-vous prendre pour éviter la désespérance de nos bergers dans le Mercantour dont les troupeaux sont décimés par le loup? Merci. Monsieur Roberto Peano. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, ma question et mon intervention rejoignent celle de notre collègue Teston. Il s'agit naturellement des gaz de schiste. Ma première question, c'est je voudrais savoir quelle option le gouvernement prendra-t-il dans l'éventualité où les articles 1 et 3 de la loi du 13 juillet 2011 soient jugés anticonstitutionnels. Et enfin, dans le Languedoc-Roussillon, le permis dit des permis des plaines du Languedoc a été délivré à la société Lundin International. Cette société, ce dernier, accordé par arrêté ministériel le 2 octobre 2009, n'a à ce jour pas fait l'objet d'une annulation.
Le permis de sonder les sous-sols qui a été accordé s'étale sur 2348 km² et touche 163 communes, dont 111 sur le département de l'Hérault et 52 sur le département de l'Aude. Par ailleurs, comme vous le savez, Monsieur le ministre, des problèmes d'insuffisance de ressources en eau dans cette région sont connus des élus comme des populations. Et cela nous pose un problème, car au-delà de la fragilité de la ressource en eau, le risque de pollution des nappes phréatiques est bien réel. Aussi, ma question est simple. Qu'en est-il des permis exclusifs de recherche d'hydrocarbures non conventionnels et pourrait-on avoir un état des lieux de cette situation? Je vous remercie. Merci. Le sénateur Vaugrenard. Oui, merci. Une remarque générale et 3 questions particulières concernant le développement de l'hydrolien. Première remarque générale, vous avez indiqué, Monsieur le ministre, que la transition écologique et énergétique ne devait être une obligation et en aucun cas une punition. Ça signifie que lorsqu'on veut, je pense, faire œuvre de pédagogie, il est important, dès lors qu'on évoque ces questions de transition énergétique, de mettre en parallèle quasi systématiquement les questions de pouvoir d'achat. Sans quoi on ne sera pas entendu et nous ne serons pas audibles, notamment de la part d'une bonne partie de nos concitoyens. Sur l'hydrolien, vous étiez avec le président de la République très récemment sur Cherbourg et Louis Gallois hier. Louis Gallois, qui avait été auditionné voici quelque temps, avait exprimé l'intérêt pour le développement de l'hydrolien parce que c'est une énergie renouvelable, parce que nos côtes, heureusement, sont l'objet de courants extrêmement forts et ça peut nous apporter une énergie renouvelable extrêmement importante. C'est donc un enjeu énergétique majeur. De la même manière, c'est un enjeu industriel extrêmement important. 4 premières fermes pilotes de 5 à 10 machines pourraient être installées dans des délais relativement raisonnables. Donc 3 questions. Quel financement? Parce que les financements sont très importants. Comment faire vite en évitant trop de tracasseries administratives, même si nous savons qu'il y a quelques obligations qu'il nous faut évidemment respecter, mais nous sommes parfois les champions du monde des tracasseries administratives. Donc comment pouvons-nous faire pour que les délais soient relativement raisonnables? Et 3e question, ne pensez-vous pas que dans ce domaine de l'énergie, de l'hydrolien, il y aurait peut-être nécessité, de la même manière que nous l'avons fait pour le développement de l'aviation, de faire une filière industrielle européenne en liaison France-Allemagne dans le domaine également de l'hydrolien comme nous l'avons fait pour EADS. Alors, attendez, dans l'ordre, donc, la Masson. Marie. Oui, Monsieur le Ministre, bonjour. Je voudrais intervenir sur 2 remarques de la conférence qui a eu lieu donc vendredi dernier. 2 remarques qui ne sont pas vraiment des questions. Une est une vraie question et l'autre est une remarque. La première chose, c'est l'agence de la biodiversité qui va être créée. Je suis évidemment tout à fait favorable à la création de cette agence avec un mais très important. Pourquoi? Parce qu'actuellement, j'ai remarqué que certaines personnes s'expriment au nom de la biodiversité et ne se rendent pas compte des dommages collatéraux que quelque chose de trop dogmatique entraîne. Je vais vous donner un exemple. Une conseillère régionale de la région PACA, je peux vous citer le nom puisque j'ai in extenso l'interview qu'elle a donnée, a dit il y a quelque temps, il y a 2-3 mois, a dit qu'actuellement les éleveurs devaient à 50% changer d'activité et qu'ils devaient être guides de montagne, voire agriculteurs du sauvage. Je pense que c'est une incompréhension totale du métier d'éleveur, mais une incompréhension totale dangereuse, parce que c'est carrément aller à l'encontre, et là je reviens sur l'agence de la biodiversité, à l'encontre de la biodiversité. Pourquoi? Parce que les éleveurs contribuent à la biodiversité. Vous savez aussi bien que moi que le pacage est un endroit où les moutons peuvent avoir des maladies, des maladies au niveau des sabots, on connaît tous cela, et actuellement les mesures ont des dommages collatéraux très graves, y compris au niveau par exemple des patous qui s'attaquent aux randonneurs et privent les randonneurs et les VTT de pouvoir aller dans la montagne. Donc, danger au niveau des choix des personnes qui seront compétentes pour siéger dans cette commission. C'était un premier problème et je pense, je vous ai posé une question écrite à laquelle je vais me répondre le plus rapidement possible parce qu'il y a urgence. Je vous ai posé la question, mais elle sera écrite donc vous pourrez me répondre. Est-ce qu'il n'est pas le temps que la France prenne en compte l'article 9 de la Convention de Berne autorisant
les États à être souverains en matière du choix des espèces protégées. Chapitre 3. C'est une question qui me paraît capitale. Est-ce qu'on doit pas... Le loup n'est plus actuellement un animal qu'il faut protéger comme il y a 10 ans. Au contraire, 20 à 30% de population supplémentaire tous les ans. On en recense actuellement plus de 400, enfin 300 officiellement et voire 400. Voilà, c'était ma première, c'était une remarque avec une question importante à mes yeux. Deuxième chose, alors qui n'a rien à voir, mais je rebondis, je vais essayer d'être rapide parce que c'est que beaucoup de gens veulent s'exprimer. Deuxième chose, la conférence de l'environnement a également prévu une éducation à l'environnement. Je ne reviendrai pas sur ce que tout le monde a dit, il faut avoir l'adhésion des populations. Alors, je m'excuse, j'ai une certaine compétence en la matière, je voudrais juste vous en parler une minute. J'étais, il y a quelques mois, professeur d'université en charge de la prévention. C'est-à-dire que pendant 20 ans, dans ma vie, j'ai fait des campagnes de prévention sur le sida, sur plein de choses, y compris, ces dernières années, sur la prévention pour le tri sélectif. Pourquoi ? Parce que j'étais également depuis 12 ans présidente de la commission communication du CIVADES, qui est un syndicat très important qui regroupe 12 communes, et qui permettait également de faire des campagnes de communication. Je vais essayer très rapide pour vous allez voir sur quoi je chutais. Dans ce syndicat, nous avons travaillé avec Natura 2000, qui est une association de 901, mais habilitée par le gouvernement. Et donc, nous avons fait des campagnes dans tous les collèges et les écoles primaires et les écoles maternelles d'un certain bassin de vie, de 12 communes. Les résultats, c'est quoi? 14% d'un concours que nous avons largement diffusé depuis 10 ans. Tout ça pour finir très rapidement. C'est extrêmement difficile de changer les comportements et les attitudes. Si vous confiez à des agences de communication qui n'ont pas la compétence, vous allez aller à l'échec. L'éducation à l'environnement, ce n'est pas simplement donner un savoir aux gens, c'est leur donner des moyens pour leur changer leurs attitudes. Et je voulais juste vous mettre en garde, excusez-moi monsieur le ministre, c'est pas une mise en garde, c'est pas le mot, vous signalez simplement qu'il y a des laboratoires de recherche qui travaillent là-dessus. L'ADEME l'a compris. L'ADEME a donné à quelques laboratoires de recherche des compétences et des contrats. Je pense qu'il serait très important de revoir ce problème, si vous voulez que, comme vous l'avez dit, 10 000 projets dans les écoles. Mais par qui allez-vous passer? C'est les inspecteurs? Est-ce qu'ils sont prêts? C'est les enseignants? Est-ce qu'ils sont prêts? Voilà. Merci, monsieur le ministre. Madame Bouzet. Madame Bouzet. Je suis désolé, ça a été difficile de regarder. Bien, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez évoqué, en parlant des sources d'énergie renouvelables, la nécessité de relancer le solaire, l'énergie marine et hydrolienne en particulier, la simplification de la filière éolienne, et on peut en être d'accord vu la situation de ces filières. Mais vous n'avez pas mentionné deux sources d'énergie renouvelable qui me sont chères et qui sont particulièrement efficientes. Selon le rapport de la Cour des comptes qui a été publié en juillet 2013, la biomasse, y compris forestière, représente 54,5% de la production de sources d'énergie renouvelable pour 19,3% de fonds publics mobilisés. Or, nous constatons en ce moment une stagnation des projets de réseaux de biomasse forestière, en particulier, et des difficultés liées aux fameux appels de la CRE en matière de cogénération, sur lesquels nous travaillerons demain dans cette salle. J'aimerais savoir quelles mesures vous prévoyez, notamment au niveau du fonds chaleur, dont le montant de 250 millions n'a jamais atteint celui qui était prévu, du double. Est-ce que vous pouvez nous affirmer que dans le budget 2014, vous parviendrez à un niveau suffisant pour répondre aux besoins? La deuxième source d'énergie renouvelable dont je veux parler, c'est l'hydraulique, puisqu'elle représente 30% de la production de sources d'énergie renouvelable et elle n'a mobilisé que de 2,8% de fonds publics. C'est certainement lié d'ailleurs à la situation d'attente qui est liée à la question qu'a posée Roland Courteau du renouvellement des concessions. Il se trouve que je représente un département bordier de la Dordogne, un des grands fleuves producteurs d'électricité. Mais oui, monsieur Raoul, c'est un fleuve.
Il suffit de regarder l'embouchure pour voir que c'est un fleuve qui va jusqu'à l'océan. Et donc, j'aimerais connaître votre position concernant la nécessité de pratiquer au plus vite une clarification de cette situation, parce qu'il y a des investissements bloqués, notamment des stations, des steppes comme celle de Redena, et il y a une forte attente, en particulier des collectivités territoriales, pour la redevance qui pourrait leur être attribuée, surtout pour les départements où la situation, on le sait, est difficile. Enfin, moi, je me réjouis de cette contribution énergie qui vient d'être mise en place. Je souhaite ardemment que l'on pense à la filière forêt-bois, qui mérite vraiment d'être subventionnée, en particulier pour tout ce qui concerne le reboisement, car si l'on sait en ce moment mobiliser la forêt, pas toujours très bien, mais en général quand même on sait faire, il faut reboiser pour un développement durable dans l'avenir. Merci. Alors dans l'ordre, le sénateur Bailly, ensuite le sénateur Henri Tandonnet et Rémy Pointereau. Oui, et en dernier, Monsieur Labbé. Merci, Président. Monsieur le ministre, vous avez dit, je crois, à 2 reprises qu'il fallait avoir l'adhésion de nos concitoyens. Mais je crois qu'aujourd'hui, il y a quand même un problème par rapport, profession que je connais peut-être un peu mieux que les autres, c'est l'agriculture. Vous le savez, n'oubliez pas que c'est quand même 55% du territoire qui est utilisé par les agriculteurs, et je ne parle encore pas des forestiers, pour aller aux 80% de notre territoire. Or, aujourd'hui, les agriculteurs, et je crois que le déplacement du Premier ministre à Rennes en était l'exemple, aujourd'hui, on sait qu'au niveau de l'agriculture, il y a de réels problèmes par rapport à des craintes, mais pas que des craintes, sur l'augmentation des charges. Et j'en viens bien sûr à ce qui est la taxe carbone, et qui va être un coût supplémentaire sans savoir si les agriculteurs pourront le répercuter dans leur prix. Vous avez pu voir aussi comme moi le président des coopératives de France qui s'est élevé en disant on va taxer 6 fois nos produits qui vont dans nos fermes ou qui en sortent, et qu'on va taxer qu'une fois les produits qui arrivent dans nos ports. Donc déjà l'utilisation de la taxe carbone, d'ailleurs quand on voit Hollande va annoncer une taxe carbone de 4 milliards en 2016, vous comprendrez que les agriculteurs, ils sont quand même très inquiets. Deuxième chose aussi, les prix de l'eau. J'ai ici l'augmentation, par exemple, de la taxe assainissement sur l'agence de l'eau de Corse-Méditerranée de 0,038 en 2008 et les 0,280, c'est plus d'une multiplication par 7 fois, et vous savez que cela aussi coûte. On a pu voir aussi dans la presse que il y a aussi un souhait d'augmentation des taxes sur les fuels, d'augmentation, 10 centimes de taxes supplémentaires, et vous comprendrez bien que tout ça, les agriculteurs, dans tous ces termes-là, ont quand même beaucoup aujourd'hui d'interrogations. Je ne parle pas des problèmes de biodiversité. Vous avez dit tout à l'heure que je l'avais lu dans votre conférence de presse suite à la conférence environnementale, qu'allait se mettre en place l'Agence française de la biodiversité. Mais déjà, sous prétexte de biodiversité, aujourd'hui, on ne peut pas faire beaucoup de choses. Alors, est-ce qu'on a analysé le coût de cette agence supplémentaire? Parce qu'il me semblait que dans le pays, on devait aussi, à moins de créer quelque chose, analyser les coûts. Alors, vous avez dit aussi, Monsieur le ministre, sauf si la presse, que finalement, la baisse du nucléaire dans la production d'électricité se doit durer en aucun cas par un rachérissement du coût de l'électricité. Pourtant, le Progrès de Lyon nous disait qu'une tranche de centrale supplémentaire de 1100 mégawatts, ça représente il faut 1850 éoliennes pour les remplacer. Il faut 13 000 hectares de photovoltaïque, où il faut 360 000 hectares de forêt. Alors, quand je viens d'entendre ma collègue sur la forêt, quand on sait pour arriver aux 50% que vous avez annoncé tout à l'heure, et quand je vois que dans mon département, aujourd'hui, on n'a encore pas pu avoir un parc photovoltaïque, pas une éolienne, toujours du fait de la biodiversité, parce que toujours on a trouvé ici ou là, soit
une faune ou une flore qui les empêchait. Alors, Monsieur le Ministre, là, je crois que sur ces propos et ce que vous annoncez, je crois que ce sera pas possible parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte le nombre d'éoliennes qu'il faudra créer dans ce pays, parce que je vous ai dit pour justement qu'une tranche de centrale nucléaire, combien qu'il fallait, sauf si le Progrès ou les journaux nous ont donné des mauvaises informations. Alors je vais résumer mes deux questions. Par rapport à l'agriculture, comment vous pensez qu'on pourra prendre en charge toutes ces charges supplémentaires? Et est-ce que vous pensez que vraiment, avec la transition énergétique, contrairement à vos propos, eh bien que l'électricité ne sera pas dans l'obligation d'augmenter? Voilà deux questions précises. J'en aurai d'autres, mais je vous ai posé une question orale sur d'autres sujets. Mais bien sûr, il y a 2 ans ou 3 ans, le président me l'a rappelé souvent, Monsieur Loup, mais aujourd'hui, j'ai plus besoin de défendre comme quoi les éleveurs sont beaucoup trop attaqués par les loups, parce que j'ai des collègues qui viennent un petit peu maintenant de toute l'est de la France ou de nos montagnes et qui m'ont relayé. Donc j'en suis ravi. Merci. Monsieur Henri Tandonnet. C'est Bertrand maintenant, monsieur Loup. C'est plus vous. Monsieur le ministre, moi je voulais vous poser aussi une question sur la politique de l'eau. Vous savez qu'il y a eu de gros travaux cette année sur la politique publique de l'eau. Vous avez produit un rapport en tant que député. Il y a eu le rapport de Michel Lesage, celui de Madame Levrault, le travail du Comité national de l'eau. Vous avez évoqué les grandes lignes de votre feuille de route, mais je voulais vous poser une question sur l'Agence française de biodiversité qui amène de nombreuses réticences. Quel est le périmètre de cette agence que vous envisagez et quel est son financement? La deuxième question, il me paraît important, d'ailleurs au vu des conclusions plutôt inquiétantes du GIEC, de mettre en place une politique d'anticipation, d'adéquation entre les besoins en eau, besoins urbains, industriels, agricoles et des ressources. Je pense que c'est un travail de longue haleine et je voudrais savoir comment vous envisagez de mettre cette politique en place. Et enfin, une question plus régionale, vous savez que votre prédécesseur avait institué un moratoire sur la création des réserves de substitution. Envisagez-vous de lever rapidement ce moratoire pour que les gens du Sud-Ouest en soif? Merci. Monsieur Rémy Pointreau. Écoutez, les questions que je voulais poser viennent d'être posées. Donc, il s'agissait, la première, c'était celle d'Hervé Moret concernant les gaz de schiste, savoir si on allait savoir un jour ou non ce qu'on a sous les pieds, si on continue la recherche pour ensuite exploiter si on a des richesses sous nos pieds. La deuxième, ça concerne les ressources en eau, où les agriculteurs sont de plus en plus soumis à des restrictions d'eau dans les forages et les nappes alluviales. Et est-ce qu'on va un jour, oui ou non, faciliter la mise en place de retenues collinaires ou de substitution? Parce que sur le plan administratif, c'est toujours très compliqué et même parfois impossible dans certains départements de mettre en place ces réserves. Et vous qui apparemment connaissez bien le sujet, j'aimerais avoir une réponse ferme et définitive de votre part. Merci. Monsieur Labbé. Ensuite, on termine par Monsieur Lenoir. Merci, je vais faire ça m'étonnerait. Très rapidement. Donc, je viens d'entendre, mais bon, on peut avoir des positions diamétralement opposées. Je viens d'entendre les problèmes posés par la biodiversité. La biodiversité, c'est une chance que l'on doit préserver et se donner les moyens de la préserver. Donc, pour ma part, je salue l'arrivée de la future loi sur la biodiversité et la création de l'agence en question. J'aurais 3 points. Tout d'abord, le plan Éco-Phyto 2018, Monsieur le Ministre, qui pour le moment est loin d'être sur les bons rails. Quelle position? Comment rectifier? Votre position, Monsieur le Ministre, ou la position du gouvernement par rapport aux parcs naturels régionaux. Je sais que demain vous vous déplacez aux Journées des parcs, j'y serai également. Les parcs naturels, c'est aussi une chance. Exemplarité, innovation, excellence, mais je crois que par les temps qui courent, il y a besoin de signaux forts de soutien du gouvernement pour ces territoires. Et enfin, vous avez parlé tout à l'heure de la question du pacte mondial sur le climat.
avec Paris 2015. Il y a aussi la question de l'alimentation. On a tendance à dire le climat, ministre de l'Environnement, l'alimentation, ministre de l'Agriculture. Évidemment, tout est transversal. Et sur la question de l'alimentation au niveau mondial, pacte mondial de l'alimentation, il y a la question de la souveraineté alimentaire des pays du Sud et quelle peut être la position française par rapport à celle-là, parce qu'on pourrait être exemplaire à l'échelle européenne pour avancer vers là. Merci. Monsieur Lenoir, qui a promis une intervention courte, merci, qui permettra à Monsieur Lecamp de pouvoir intervenir. Mes forces étant en train de décliner, ma voix en train de s'effacer, c'est peut-être la dernière fois que j'aurai l'occasion de m'exprimer, donc je vous en remercie. Après, on va pleurer. Monsieur le ministre, un sujet n'a pas vraiment été abordé sur le nucléaire. Alors, deux questions. Le président de la République a estimé que d'ici à 2035, on était en mesure de diminuer de 50% la capacité de production des centrales électronucléaires. Un rapport de l'Office parlementaire qui a été signé de Bruno Sido, sénateur, et Jean-Yves Le Déaut, député, démontre que ce n'est pas possible. Ça ne pourrait être qu'en 2050. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Deuxièmement, vous avez affirmé, d'ailleurs assez curieusement, dans le journal du dimanche en juillet, je vais fermer Fessenheim en 2016. Je passe sur le raccourci, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, mais est-ce que vous êtes en mesure de nous préciser le calendrier auquel vous êtes soumis, notamment par les règles édictées par l'autorité de sûreté nucléaire, pour ce qui est de la fermeture, je dis bien de la fermeture et pas de l'arrêt, la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim? Je le dis tout de suite, je ne crois pas qu'il soit possible, même c'est impossible, de la fermer, encore une fois, fermer d'ici à 2016. Enfin, en ce qui concerne un sujet sur lequel nous aurons l'occasion d'échanger, qui s'appelle les hydrocarbures non conventionnels ou de Rochemer, je voudrais vous demander si vous estimez qu'il ne serait pas normal d'abroger la circulaire de votre prédécesseur qui, le 21 septembre 2012, a tout simplement interdit l'étude sismique des sous-sols, ce qui empêche la connaissance de nos sous-sols. Elle l'a fait d'ailleurs, dit-elle, en application de la loi du 13 juillet 2011, ce qui est un contresens car ça n'était absolument pas évoqué. Enfin, dernière question, Monsieur le Ministre. Je rentrais des États-Unis avec mon collègue Christian Battag, vous voyez bien de quelle mission il s'agissait. Et le matin à l'aéroport, nous lisons le journal du dimanche et les déclarations que vous avez faites. Je fermerai Fessenheim en 2016. Et vous avez parlé également de votre visite faite en 2010 aux États-Unis, en 2010, oui, 2011, pardonnez-moi, aux États-Unis. J'ai lu votre rapport. Bon, vous étiez contre en allant aux États-Unis, vous êtes revenu contre. Vous avez visité les mêmes sites que nous, rencontré à peu près les mêmes personnes que nous, mais vous affirmez dans le journal du dimanche, moi j'ai assisté à des fracturations hydrauliques, c'est violent pour l'environnement, c'est terrible. Alors, je suis heureux de vous voir en chair en os, parce que moi j'ai assisté exactement aux mêmes événements, à des fracturations hydrauliques. Je n'ai rien senti, j'ai vu simplement sur les écrans qu'il se passait des choses parce que les chiffres changeaient. Est-ce que vous pourriez être plus précis, parce que vous êtes allé aussi là-bas? Moi-même, j'aurai l'occasion de rapporter sur cette question, sur ce que vous avez ressenti, le séisme qui s'est déroulé sous vos pieds, les violents tremblements auxquels vous avez assisté, qui en tout cas vous permettent d'avancer une telle affirmation. Merci. Alors on termine par Monsieur Lecamp. Très brièvement, Monsieur le Ministre, deux questions. La première concerne l'extension des tarifs sociaux. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement depuis avril pour assurer la transmission des informations par fichier et pour permettre donc d'assurer plus largement possible le droit à l'énergie? La seconde question, vous m'avez inquiété tout à l'heure en disant un nouveau plan pour les zones humides sera élaboré. Nous sommes en train de terminer les zonages sur les territoires. Si on annonce un nouveau plan, cela veut-il dire qu'il y aura un durcissement de la réglementation sur ces zones humides demain? Merci. Bien, on va demander au ministre de prendre sa respiration parce qu'il est victime de son succès, là. Hein. Monsieur le ministre, c'est à vous. Bien, je ne sais pas si je pourrais répondre à toutes les questions, mais je m'engage d'ores et déjà à ce que, puisque mes collaborateurs les ont tous et toutes notés, qu'il puisse y être répondu si jamais j'en oubliais. Je vais tout de suite répondre par ce qui peut paraître du détail ou anecdotique, mais qui concerne les loups, dont plusieurs d'entre vous ont parlé.
Il se trouve que depuis 3 semaines maintenant, je suis en contact régulier, téléphonique, chaque semaine, avec le président de la fédération ovine du Mercantour, qui n'avait jamais eu de ministre au téléphone d'ailleurs avant moi, jamais, et qui m'a dit que j'étais le ministre qui tenait parole, à la différence de tous ceux qui l'avaient précédé, y compris, m'expliquait-il, ceux du quinquennat précédent. En effet, comme vous le savez, le loup, dont ce matin nous avons encore appris que 75% des Français soutenaient sa présence et sa protection dans nos territoires, probablement une grande partie d'urbains qui n'auront jamais à être confrontés à la réalité d'un face-à-face avec un loup, mais c'est comme ça, vous savez ce qu'on dit, l'homme est un loup pour l'homme, donc nous sommes obligés de tenir compte de cela. Il n'empêche que le loup est une espèce protégée, que nous avons une Commission européenne qui surveille ce que nous faisons. Pour autant, nous avons établi un plan loup qui a été accepté, y compris par les associations qui défendent et qui protègent le loup. Et ce plan loup prévoyait la possibilité de prélèvement de 24 loups dans les 2 ans qui viennent, pour faire en sorte que les attaques très violentes qui sont subies dans certains départements, notamment dans 3 départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ne nous conduisent pas un jour à devoir réintroduire la brebis dans le Mercantour, faute d'avoir tenu le plan que nous avions engagé. Et j'ai donné des instructions, notamment pour que, en étant encadré par les agents de mon ministère qui sont là pour ça, il puisse y avoir des battues de grand gibier qui ont associé les chasseurs. Je dis bien dans ces 3 départements-là et pas dans les autres, parce qu'il semblerait que le préfet de la Drôme ait pu considérer qu'il était aussi concerné alors qu'il ne l'est pas, et je le redis ici solennellement, mais nous avons obtenu 5 prélèvements depuis 3 semaines, ce qui veut dire que le plan loup, avec effectivement des loups qui devenaient très destructeurs, non seulement les brebis, mais les patous, c'est-à-dire de ces chiens énormes qui sont là pour la protection, eh bien nous sommes parvenus. Donc ce que je veux vous dire aux uns et aux autres qui sont intervenus, c'est que dans cette affaire, je ne fais preuve pas du tout d'angélisme. Plusieurs ont parlé d'agriculture, pardon de vous le dire, mais je suis l'élu au départ d'un département qui est probablement un des plus ruraux, et je suis baigné dans l'agriculture, donc je crois bien connaître. Je ne suis pas un écologiste hors sol, je sais ce qu'est la réalité de nos agriculteurs, mais pour autant, je souhaite que ce soit le plan loup qui soit appliqué dans les années qui viennent. Je vais continuer de le suivre et continuer d'appeler régulièrement mon correspondant qui, à chacune des conversations que j'ai avec lui, me tente chaque jour davantage de venir voir sur place ce qu'il en est, parce c'est un homme qui a sacrifié toute sa vie pour pouvoir être un éleveur, et ça mérite effectivement que l'État ne soit pas à côté, mais soit effectivement en soutien. Donc je réponds déjà globalement à plusieurs d'entre vous sur le sujet. Revenons à d'autres sujets, notamment ceux qui ont été abordés, qui concernent les mécanismes de soutien aux énergies renouvelables et au fond la capacité que nous aurons à atteindre les objectifs que nous sommes fixés, plusieurs l'ont dit, de 23% à l'horizon de 2020. On va dire que sur le solaire, nous avons déclenché un plan d'urgence qui, j'en suis sûr, va donner ses fruits. Je connais la difficulté de la filière. J'ai dit tout à l'heure les nombres d'emplois qui ont été perdus, des entreprises en difficulté. J'ai en tête les salariés de l'usine Bosch de Vénissieux qui, par exemple, sont dans une difficulté alors qu'ils ont une technique tout à fait formidable, mais leur rentabilité, et c'est là où ils ont besoin de l'État, c'est-à-dire que l'État fixe un cadre réglementaire, un prix de rachat qui donne de la lisibilité. D'ailleurs, je réponds d'une certaine façon à cette question-là, sur que peut faire l'État vis-à-vis des énergies renouvelables. Il peut faire plusieurs choses.
Il doit lancer effectivement des appels d'offres importants sur toutes les énergies renouvelables. Elles ne sont pas toutes à la même maturité, mais l'État doit être en soutien. Les appels d'offres dans l'éolien, les appels d'offres dans l'hydrolien, ça doit être quelque chose de fondamental. 2, il doit le faire dans la simplification. Beaucoup d'entre vous ont parlé de cette nécessité de simplification. Je l'ai abordé à l'occasion d'un exemple sur la méthanisation, mais je pourrais le faire sur bien d'autres domaines. Je tenais à vous le dire. Ça n'a rien de considérable, mais j'ai recruté à mon cabinet une chargée de mission qui est déléguée à la simplification du droit de l'environnement. C'est-à-dire que je lui ai demandé expressément de regarder ce code de l'environnement que nous avons, qui est une montagne d'ailleurs assez inefficace en fait, parce qu'il y a énormément de recours, et au plan pénal, pratiquement jamais de condamnation. Très très peu de condamnations. Donc il est à la fois touffu, compliqué, et en même temps, il ne donne pas toute la satisfaction en termes de protection. Donc j'ai dédié quelqu'un, une sorte de cost killer, qui va non pas baisser la garde sur les questions de protection, il ne faudra pas compter sur moi pour baisser la garde sur les questions de protection, mais faire en sorte que parfois, par empilement, on ait des mécanismes qui font que, de la même manière que le président de la République, quand il dit s'il y a un impôt nouveau, on en enlève un, je pense que si on a une norme nouvelle, il faut effectivement en enlever une, ou en tout cas en simplifier une. Donc sur le solaire, ce que nous avons fait. Sur l'éolien, on a travaillé, on travaillera encore sur des simplifications, l'histoire des 5 mâts, vous connaissez la législation qui a permis d'adoucir tout cela, et on a lancé bien sûr des appels d'offres éoliens, un 2e appel d'offres national, un 3e pourra être éventuellement lancé. Sur les mécanismes de soutien, c'est un travail de long terme pour avoir des dispositifs lisibles, au bon rapport entre coûts et bénéfices, et mes services viennent de me proposer une méthode de concertation avec les différents acteurs qui nous permettra ensuite de lancer ces appels d'offres de manière plus favorable. Et pour chaque filière, je parlais de la maturité de chaque filière, il faudra bien sûr adapter les soutiens, notamment de la recherche et développement, à l'aide au déploiement sur ces questions. Sur plus particulièrement la filière industrielle solaire qui est en difficulté, où plusieurs d'entre vous ont signalé la baisse des raccordements, je crois que j'ai avoir entendu cela. Là encore, le gouvernement a lancé rapidement un nouveau dispositif, tarif, appel d'offres. Les candidatures à l'appel d'offres grande surface à hauteur de 1500 MW à allouer montrent que le dispositif est suffisamment attractif. Et c'est le cas aussi pour les tarifs. On devrait donc voir les raccordements réaugmenter. Je reviendrai forcément devant vous et on verra ce qu'il en est. Mais on devrait voir en 2014, dès le début de 2014, des inscriptions. Nous avons des inscriptions en file d'attente. Alors l'inscription en file d'attente, ce n'est pas la certitude, mais c'est un indicateur qu'il y a un engouement à nouveau sur ces questions. Sur les concessions hydroélectriques, je crois que c'est Roland Courteau qui m'en a parlé. J'ai bien entendu le message et je sais à quoi il fait référence. Il fait référence à un courrier qu'avec 2 de mes collègues, que traditionnellement d'ailleurs on oublie pour me faire porter à moi seul sur les épaules la responsabilité de la charge de cette décision, une réponse au premier président de la Cour des comptes, nous avons effectivement indiqué qu'il nous apparaissait en l'état des procédures, et notamment parce que la Commission européenne nous le demande, de faire en sorte que ce soit le système de concurrence qui soit retenu. Mais pour autant, je le dis ici, comme je l'ai dit d'ailleurs à l'Assemblée nationale devant la Commission des affaires économiques, ce courrier ne vaut pas la politique que nous voulons mettre en œuvre. Et nous avons des dialogues, notamment avec les collectivités locales qui sont très intéressées pour pouvoir être encore des acteurs importants de ces concessions hydrauliques et qui craignent que l'ouverture à la concurrence fasse perdre à des opérateurs français la gestion de ces concessions et que d'autres venus d'autres pays qui, effectivement, je l'ai entendu, n'ont pas toujours la même réciprocité, puissent permettre en d'être. Alors, la Commission européenne a ouvert une enquête sur les concessions en France, je le rappelle, mi-septembre, c'est-à-dire que on n'est pas sans le regard, alors on pourra
avoir un autre débat sans fin sur notre indépendance, notre souveraineté et le rôle de la Commission européenne. À ce moment-là, moi, je vous parlerai du changement de statut d'EDF qui a été voté par une autre majorité et qui nous rend aussi fragiles et en difficulté sur ces questions-là. Mais toujours est-il que ce que nous voulons, c'est bien sûr répondre à la pression européenne sur le sujet, mais aussi travailler un schéma qui favorise les électro-intensifs, notamment sur le long terme. Une question m'a été posée sur la révision de la directive énergie. La Commission européenne a présenté en avril 2011 une proposition de révision de la directive relative à la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Si la nouvelle directive était adoptée, la taxation de l'énergie reposerait sur deux composantes. Une composante liée aux émissions de CO2 et une composante liée à la consommation basée sur le contenu énergétique. C'est la question de savoir, vous faites une contribution climat-énergie, mais que fait l'Europe sur cette question-là? La France soutient ce texte, dans une certaine mesure l'anticipe avec la prise en compte d'une part carbone dans notre fiscalité. Cette négociation est difficile. Elle requiert, comme toujours en matière fiscale, un accord à l'unanimité de ses membres. Je rappelle toujours la règle particulière sur la fiscalité. Or, certains pays s'opposent au texte dans son état actuel. Je pense notamment à l'Allemagne, au Royaume-Uni et à la Pologne. Alors, nous pouvons déplorer l'absence d'ambition qui caractérise le débat, mais nous restons moteurs dans les discussions et nous voulons convaincre bien sûr le reste de nos partenaires. La question m'a été posée, peut-être que je ne la prends pas dans le bon ordre, mais j'y viens tout de suite, c'est quel est le point de faiblesse sur les questions d'énergie? C'est l'absence de politique énergétique européenne qui fait cruellement défaut. Lorsque je me déplace en Europe, que je rencontre les autres États membres, je mesure ce caractère hétéroclite de notre politique européenne. Chaque État gère de manière parfaitement nationale. L'Allemagne peut décider unilatéralement de sortir totalement du nucléaire comme elle le fait et de rouvrir des mines de charbon qui, sur le plan du bilan des gaz à effet de serre, n'est pas quelque chose qui est formidable. La Pologne, que j'ai rencontrée, elle voit dans la possibilité d'extraire le gaz de schiste de son sous-sol une question d'indépendance, de patriotisme presque énergétique, parce qu'elle a un voisin, la Russie, depuis longtemps, et que pendant longtemps elle a extrait du charbon, et que là, pour continuer d'avoir cette indépendance et ce patriotisme énergétique, elle se dit qu'elle a dans son sous-sol effectivement des énergies qu'elle peut utiliser. Donc cette notion de politique européenne énergétique est quelque chose de fort. Vous savez que le président de la République a d'ailleurs été le premier à proposer qu'on en débatte, et le 20 mars prochain, un Conseil européen sera consacré notamment à cette question de la politique européenne énergétique qui est absolument indissociable, parce que l'interdépendance des politiques énergétiques, on le voit bien, elle est considérable. Lorsqu'on est obligé, comme je le fais, d'écrire à mes partenaires allemands, italiens, pour m'inquiéter un peu des réserves de stockage de gaz, avec des difficultés que nous pourrions avoir cet hiver d'approvisionnement, parce que nous sommes dans des mécanismes interdépendants où nous nous aidons les uns les autres, montre assez que cette politique européenne énergétique, elle nous manque, et je demande bien évidemment aux parlementaires nationaux d'en être les relais. Un mot sur les impacts de la composante carbone sur les ménages. D'abord, je voudrais aussi dire à ceux qui m'ont posé la question de savoir si la progression de la trajectoire du prix de la tonne dans la composante carbone, qui aboutissait à 4 milliards en 2016, n'allait pas finalement être l'inverse de ce qu'on appelle la stabilisation des prélèvements obligatoires telle qu'elle a été annoncée. Je voudrais dire à vous-même qu'il y a une taxe que vous ne votez jamais, vous, au Parlement, et qui impacte le pouvoir d'achat des familles ou la compétitivité des entreprises, c'est l'augmentation sans fin du prix de l'énergie. Le gaz a augmenté de 80% entre 2000 et 2012. L'électricité a augmenté de 20% entre 2000 et 2012. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est beaucoup plus neutre. On ne le voit pas, ça se fait année après année par petits pourcentages. Mais ce qui mange le pouvoir d'achat des Français, et notamment des plus modestes, ce qui réduit la compétitivité des entreprises, c'est cela. J'ai cité le chiffre tout à l'heure. Si nous ne faisons rien, nous laissons la trajectoire comme elle est.
100 à 150 milliards d'euros de factures énergétiques en plus pour la France. Qui va la payer? Les entreprises et les ménages. Vous voyez bien que cette idée d'un nouveau mix énergétique, d'une transition énergétique, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas pour faire plaisir à telle ou telle formation politique, c'est indispensable. Indispensable, y compris même dans une relation, j'allais dire, d'économie libérale et concurrentielle. Si nous voulons que nos entreprises conservent leur compétitivité, si nous voulons que les ménages ne soient pas asphyxiés par la précarité énergétique, nous avons l'obligation, effectivement, de travailler sur ces questions. Je prendrai un exemple en vous donnant des exemples. Vous avez un couple qui vit à Paris, qui se chauffe au gaz, qui a un véhicule essence. Il dépense sur l'année 2015 42 € de plus en gaz et 15 € de plus en essence. En 2016, ces montants seront de 64 € et 29 €. On peut toujours considérer que c'est beaucoup et que cette économie-là, il serait mieux de la faire. Mais je voudrais quand même ramener à chaque fois ce que cela représente. C'est-à-dire que la progression du prix de la tonne dans la composante carbone représente quelques centimes d'euros par litre et pas des chiffres absolument astronomiques. Si vous prenez un autre couple qui vit dans le milieu rural et qui vient de se marier et qui s'installe dans le Perche, je ne sais pas pourquoi dans le Perche, mais il se trouve que là, il s'installe dans le Perche, dans une zone isolée. Il doit bien y avoir des zones isolées dans le Perche. Ils ont une berline qui roule au gasoil et une cuve de fioul. Ils pourraient habiter dans le Gers, parce que dans le Gers, les gens ont aussi, dans des zones isolées, une ou deux voitures et une cuve de fioul, souvent qui a plus de 30 ans. Eh bien, ils paieront 49 € de plus sur le fioul en 2015, 97 € en 2016, 30 € de plus sur le carburant en 2015 et 60 € en 2016. Et grâce à l'aide de l'État, ils pourront aussi consommer moins d'énergie parce que l'objectif de la contribution climat-énergie, c'est en fin de course faire gagner du pouvoir d'achat aux ménages et de la compétitivité. C'est les sortir de l'addiction aux énergies fossiles qui se traduit par les augmentations dont je vous ai parlé. Ça n'a pas quelque chose de punitif, ce n'est pas une fiscalité de rendement, la contribution climat-énergie. C'est une fiscalité, je le dis très doucement, de peur que éventuellement le souvenir de Michel Charasse fasse que ma voix aille jusqu'au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, vous le savez, a horreur de la fiscalité comportementale, parce que lorsqu'une fiscalité comportementale, c'est ce qu'il avait fait pour la taxe carbone, que l'opposition d'aujourd'hui, la majorité d'hier, avait fait voter en 2009, et qui là, pour le coup, était une taxe punitive, additionnelle, et qui prenait du pouvoir d'achat aux ménages. Mais j'imagine que vous l'avez contestée à cette époque-là. Eh bien, celle-là, on regardera les minutes du journal officiel, mais elle avait été contestée par le Conseil constitutionnel parce que justement elle était comportementale. Il n'empêche que le souci que nous avons, c'est de sortir les ménages et les entreprises de ces dépendances-là, et c'est ce que nous ferons. Voilà pour cette audition de Philippe Martin, le ministre de l'Écologie, qui est notamment intervenu sur le projet de loi de finances 2014, expliquant le fonctionnement de la contribution climat-énergie. Place tout de suite à l'audition de Jean Jouzel, le célèbre climatologue français, qui a été auditionné mercredi par la Commission du développement durable. Le climatologue est notamment intervenu sur le 5e rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui a remis un rapport la semaine dernière, un rapport alarmant revenant sur la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes, l'augmentation des températures ou encore la montée des océans, et qui a parlé dans ce rapport d'un réchauffement climatique sans équivoque. Mais tout de suite, retour donc à cette audition qui a eu lieu mercredi au Sénat.